Comment se porte le monde? Une question à laquelle Jean-Marie Kassamba a l'habitude de répondre tous les vendredis. Il nous a manqué la semaine dernière, mais il est déjà de retour. Il n'est plus à Kolwezi où il a été à la semaine du tourisme. Il est à Kinshasa en train de contempler l'actualité. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Chokoum. Alors la semaine a été pleine de rebondissements. D'abord samedi, vous l'avez dit, dans Club 50, il y a eu entérinement un peu par forcing de Denis Kadima par l'Assemblée nationale et il s'en est suivi beaucoup des réactions des politiques, que ce soit du FCC ou même des proches du président de la République, de ses alliés, je voudrais dire, Moïse Katumbi principalement, qui considère cela comme une des lignes rouges qu'il ne faudrait pas dépasser. Comment vous voyez la tournure des événements dans les jours qui viennent? Bon, le rôle de stratège, pour ne pas dire des analystes dans un pays, c'est à la fois d'expliquer ce qui se passe, de faire des projections, ce qu'on appelle la prospective, pour permettre à ceux qui prennent la décision de la faire, cette action avec dextérité, avec précision, avec aussi beaucoup de bon sens. On l'avait déjà prévenu que lorsque les textes ne sont pas respectés, les fondements ne sont pas respectés, ce qui suit derrière ne peut qu'avoir des conséquences plus que fastueuses. C'est comme ça que ça se passe partout. On ne va pas créer les fils à couper le beurre parce que on veut créer quelque chose. Non. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la modification de la configuration du Parlement a créé des conséquences qui ne sont plus gérables aujourd'hui. D'abord, pour que la loi électorale proposée par l'actuel ministre des Affaires étrangères, Lutundula, et d'ailleurs contesté par les gens comme les Sessanga qui ont beaucoup de bon sens. D'ailleurs, Sessanga, à un moment donné, il présidait aussi la PAJ au niveau de l'Assemblée nationale. Et il sait qu'il est aussi kassaïen. Donc, ce n'est pas l'ennemi du pouvoir. Il était de G13. Il avait dit de la manière dont ça a été géré au niveau de l'Assemblée nationale, cette loi risque de créer des conséquences derrière. Ça veut dire quoi? Autrefois, pour devenir président de la CENI, ce sont les confessions religieuses à l'unanimité ou par vote qui le faisaient. La charte des confessions religieuses, c'est le président Senko, vice-président et CC, qui ont l'exclusivité d'engager les confessions religieuses, de présenter la liste, le PV au niveau de l'Assemblée nationale. Mais on avait proposé une modification qui faisait que, comme on sait que la Senko souvent n'est pas d'accord, ça va bloquer au niveau de la Senko. Et donc il faut prévoir une probabilité que cette loi revienne, ou bien ces choix reviennent au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc il faut verrouiller l'Assemblée nationale pour une décision, on va dire, profitable à l'Union sacrée. C'est pour ça que Mbata a été mis à la tête de la PAJ. Puis, de la commission paritaire. Non, d'abord PAJ. Parce que quand ça arrive, c'est PAJ. Et puis, on pourrait même proposer la commission mixte après. Effectivement, ça a bloqué au niveau des confessions religieuses. Les renvois de Mbosso, c'était, on va dire, tactique de passage. Quand c'est revenu, on a dit à Mbata, le même Mbata, PAJ, de présider la commission paritaire. Erreur! Selon les règlements d'ordre. Bien évidemment, erreur. Et on ne voit pas l'erreur. Et on donne les biscuits, comme qui dirait, à ceux qui critiquent le président de ne pas respecter les textes. Ou plutôt, les élus de l'Union sacrée de ne pas respecter les textes. Et là, le même Mbata est devenu président de la commission mixte. Et au sein de la commission mixte, qui dit mixte dit opposition, majorité. Pas d'opposition non plus. On a essayé de prendre quelques personnes individuellement pour faire partie de la commission. Eh bien, ça n'a pas fonctionné. On a parlé des débauchages. Oui. Comme ça n'a pas fonctionné, on a quand même entériné la liste incomplète. En y ajoutant, encore une deuxième erreur, l'élu Seya. Seya est du Kasaï oriental. Moi, j'ai eu la chance d'être avec elle
au chest. Et là, à un moment donné, elle pouvait même devenir gouverneur. Elle était candidat gouverneur au Kasaï oriental, à l'époque de Maouéja, etc. On la passe maintenant, elle devient katangaise. C'est une erreur. Regardez la réaction des femmes du Katanga hier. Ces femmes du Katanga ont dit, ce n'est pas du Katanga, ce n'est pas du tribalisme, mais c'est une question de géopolitique. Une erreur encore. Et vous prenez une liste comportant CIA, vous envoyez chez le président de la République. C'est une patate chaude qu'on envoie au président de la République. Président de la République, est-ce que vous pensez qu'il pourra signer cette ordonnance alors qu'il avait bloqué à l'époque? De mon point de vue, je pense Malonda. que stratégiquement, ça ne serait pas bien. Il a, lui, l'intime conviction, il peut agir en tant que président de la République. Il a ses prérogatives, il peut le faire. Mais stratégiquement, politiquement, ce n'est pas une bonne chose. Il peut, encore une fois, rattraper la situation pour recommencer le processus à zéro. Mais s'il signe, et que Katumbi a bien compris, on est en train de donner du biscuit à Katumbi inutilement. Parce que ceux qui disent, on a 7 dossiers contre Katumbi, si il ose, on va le traîner en justice, etc. C'est lui donner encore plus de poids. Regardez, Katumbi est sorti hier. Spontanément, regardez la masse de frustrés des gens qui sont à Lubumbashi, qui l'ont poursuivi. Si demain, Katumbi dit, voilà, moi, je laisse tomber tout ça, avec ou sans élus, Katumbi, aujourd'hui, peut peser dans la sphère politique. Mais on le reproche le fait qu'il y ait des ministres au sein du gouvernement de Félix Tshisekedi et qu'ils veuillent concourir contre Félix Tshisekedi à l'issue de son mandat. Mais on le sait depuis longtemps que Katumbi a des ambitions présidentielles. On le sait depuis. Même quand Katumbi est venu pour appuyer l'Union sacrée, ce n'était pas pour être Premier ministre. On lui a proposé d'être Premier ministre, il a refusé parce qu'il ne voulait pas entacher sa personnalité, probablement de manque de bilan ou des choses un peu, je dirais, incongrues pendant le temps, parce que lui, il a envie d'être propre, entre guillemets, et avoir sa quiétude pour devenir candidat président de la République. Il n'a jamais caché. Il ne l'a jamais caché quand il a quitté Joseph Kabila. Il ne l'a jamais caché lorsqu'ils étaient ensemble. Quand ils sont partis, par exemple, à Genève, Katumbi était dans la course. Il a juste esquivé un tout petit peu pour laisser Fayoulou. Mais Fayoulou, président de la République, il allait rester 2 ans pour faire des réformes, permettre à Katumbi de revenir, être président de la République. Permettre à Bemba de recouvrer, parce que Bemba était déjà condamné. C'était ça le chemin de Fayoulou. Mais et donc, aujourd'hui, Fayoulou, qui a été le candidat ponctuel pour préparer un peu tout ceci, est en train de prendre ensuite de volume, inutilement. Avant d'arriver à Martin Fayoulou, parce qu'il a aussi fait parler de lui cette semaine, pour finir dans le dossier Katumbi, est-ce que vous pensez que si aujourd'hui, par exemple, il décide de se séparer de Félix Tshisekedi, ses ministres actuellement dans le gouvernement vont suivre ou bien vont se désolidariser, comme ce fut le cas autrefois, Kamere, Kangoudia, avec Joseph Kabila? Mais ça n'a pas d'importance, parce qu'au Congo, on le sait toujours, les Congolais aiment plus le poste que la dynamique ou l'action politique. Donc, même si les députés de Katumbi restent à l'Union sacrée, même si les ministres restent, quand les Kangoudia et les autres sont restés, ça n'a pas entaché Kamere n'a pas été diminué. Bien au contraire. Katumbi aura quel discours vis-à-vis de l'opinion? Regardez ces députés-là, ils n'ont pas de conviction. Ils sont partis à la mangeoire. Moi, je suis pour vous. Maintenant, on doit se battre ensemble. Ça, c'est ponctuel. Ce gouvernement va rester. Et ces députés n'auront pas de discours pour peser dans l'opinion. Parce qu'ils sont là grâce et à cause de Katumbi et au Parlement et au niveau du gouvernement. C'est Katumbi qui les a envoyés au gouvernement. Et donc, si on essaie de débaucher les députés ou de débaucher les ministres de Katumbi, ça ne pèsera pas. Regardez, Etienne Tshisekedi est resté seul. Seul, Etienne Tshisekedi. L'équipe à Samaliba, les Birindois, tout le monde est parti de l'UDPS à l'époque. Tshisekedi est resté seul. Tshisekedi a pesé jusqu'à la fin. Même les Sami Badibanga, même les Bruno Tshibala, qui avaient quitté l'UDPS pour rejoindre Joseph Kabila. Mais Félix Tshisekedi, avec son père, ils ont
maintenu la caution de la population pour continuer. La victimisation va toujours dans le sens de celui qui dit que moi je suis avec vous et je ne suis pas la mangeoire. Et donc, excusez-moi du peu, c'est peine perdue. Ça séduit le peuple. Oui, oui, c'est peine perdue parce que ces députés seront considérés comme les gens qui aiment plus l'argent que la cause politique. Et donc, on va renforcer Katumbi ponctuellement pour rien. Bien au contraire, rassembler, je l'ai toujours dit, rassembler et plus dans l'intérêt du président Tshisekedi que le contraire. Alors, on était en train de parler de Martin Fayulu qui prenait du volume en ce moment. Il a même été avec quelques cadres du FCC dernièrement voir le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, pour ces questions de CENI justement. Est-ce que maintenant, plus que jamais, il ne s'impose pas comme une alternative pour les Congolais en cas de prochaines élections? En réalité, en République démocratique du Congo et même en Afrique d'ailleurs, les frustrés, les opposants se mettent toujours ensemble, même s'il n'y a pas une vraie cause. Parce qu'ils sont là avec leur chapelet de condamnation, leur chapelet des incriminations, et ça fonctionne. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Genval, tous ces gens qui étaient à Genval ne partageaient rien du tout, mais ils ont pesé jusqu'à la Senko. Aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. Matata est quasi dans l'opposition. Kamere, quasi dans l'opposition. Fayulu, opposition. Katumbi va entrer dans l'opposition. Ça ressemble à du Genval. Ça ressemble à du rassemblement. Regardez le monde que Fayulu a traîné. Samedi. Oui, samedi. Malgré les manigances de l'hôtel de ville. En passant par Kianza et Limete. Oui. Bastion de l'UDPS. Ce n'est pas bon. Bien au contraire, à 2 ans de mandat, le président de la République, il a encore la latitude de rassembler. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas le défendre sur le plateau de télévision, hein, mais qui donnent des conseils en douce. Non, il faut se maintenir, il faut isoler Katumbi, il faut lui faire des dossiers judiciaires. Fayulu, bon, c'est rien du tout. Ça, ce n'est pas un bon discours. Le président Kabila en a payé le prix. Lorsqu'on parlait de l'influence, pour ne pas dire la nuisance de la diaspora, pin-up. Lorsqu'on parlait de l'opposition intérieure, on dit non, ils font du bruit là-bas, limité. Ça ne va jouer aucun rôle. La coalition de tout ceci a causé du tort et au président Kabila, et surtout à la majorité d'alors. Aujourd'hui, le chef de l'État, en lançant l'appel de l'Union sacrée, il avait commencé à rassembler. Il a perdu Kamere, il a perdu Kabila, il est en train de perdre Katumbi. Jean-Pierre Bemba, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Très peu expressif. Écoutez, il dit peut-être rien pour le moment, mais lorsqu'il sentira que les choses vont commencer à basculer du côté de tous ces gens qui sont en train de se rassembler, il va dire, bon, on veut le consensus, on veut à ce que les choses aillent dans le sens du peuple, etc. Malgré les avantages qu'il a pu avoir depuis son retour, un peu d'argent, un peu de poste, etc., etc. Et donc, pour parler de Joseph Kabila, parce oui, que vous l'avez évoqué tout à l'heure, on le voit, hein, il y a encore une photo de lui qui a circulé hier, avant-hier sur les réseaux sociaux, en Zambie probablement. Il est de bonne humeur, il est souriant, alors que le FCC, sa formation politique, jusqu'à preuve du contraire ici, traverse des moments difficiles. On voit les députés réduits par exemple à être contrôlés par des militaires au siège du FCC à Prokoki. Il y a eu une incursion des militaires qui viennent vérifier s'il y a des armes ou pas. Et pendant ce temps, Joseph Kabila ne dit rien. Il est primé en Zambie en tant que symbole de la paix en Afrique et tout le reste. Est-ce que vraiment vous êtes convaincu qu'il a des ambitions de continuer de faire la politique? Encore, écoutez, Joseph Kabila. Là où peut-être Joseph Kabila a gagné, c'est que la popularité qui était entachée par l'ancienne majorité est en train de remonter. Les gens sont en train de faire les comparatifs entre l'ère Kabila et ce qui se passe en ce moment. Les partenaires de la RDC au niveau sous-régional sont en train de le congratuler. Regardez le passage qu'il vient de faire en Zambie, Namibie. Là, actuellement, il est en Afrique du Sud, à Johannesburg, pour
la défense de sa thèse, et puis il va revenir recevoir ce prix en Angola, plutôt en Zambie, de leadership panafricain. Aujourd'hui, les officines ne font que chercher à le rencontrer. Mais il était la bête noire il y a à peine 3 ans. Et quand, par exemple, on va visiter les gens du FCC avec la police militaire, on leur donne des béquilles pour qu'ils puissent dénoncer. Au moment où, à Kinshasa, il y a le sous-secrétaire général des Nations Unies pour le maintien de la paix, qui commence à consulter. Quand les Nations Unies commencent à s'ingérer dans vos affaires, commencent à consulter les gens, ce n'est pas bon. Ça sent pas bon. Ce n'est pas bon. On va vous créer des commissions, on va vous créer des envoyés spéciaux, on va vous envoyer maintenant des délégués, on va vous proposer des pourparlers. Ce n'est pas bon. Et donc, Joseph Kabila, calmement, est en train d'engranger la popularité et l'assentiment populaire. Alors que si le bilan du président Tshisekedi, si le travail qui était fait sur le terrain était dans le sens du développement, dans le sens du social, dans le sens de la sécurité, les gens allaient oublier Joseph Kabila. C'est tout le contraire. Donc, je pense que ceux qui donnent des conseils au chef, ils doivent être vigilants sur ces aspects. Parce que on ne peut pas avoir raison par rapport à tout le monde. Avoir raison à Kamere, face Kamere, face Kabila, face Katumbi, face Fayoulou. Matata et consorts. Matata et consorts. D'ailleurs, on l'a reçu cette dépêche hier. L'avocat de Matata Mpogno. Simone Veil. Oui. Interdit, pas de visa. Ça, ce n'est pas bon. Parce que c'est M. Veil, cet avocat, un grand avocat français, qui a travaillé notamment avec l'ancien ministre de la Justice, L'Acquitator. Oui, qui est une grande gueule du barreau de Paris. Et imaginez maintenant la coalition de tous ces avocats de Paris qui vont dire, voilà, la RDC commence à interdire les avocats pour qu'ils aillent plaider et tout ça. Rappelez-vous qu'on avait interdit aussi l'avocat de Kamere de venir. Maintenant, c'est l'avocat de Matata. La justice équitable et posera problème en temps d'état de droit. Vous voyez, ce sont ces choses-là qu'il faut analyser simplement et puis expliquer que ce n'est pas bon. Vous revenez à l'intérieur. Les symboles sont très importants. Quand les enfants qui doivent reprendre... Justement, c'est ce que je voulais aborder comme sujet. Oui. Parce que la semaine passée, on était plutôt sur RAM, dossier RAM. On n'a même pas très bien fini ce dossier-là. Maintenant, c'est les enfants pour la première fois. Là, on assiste à des scènes scandaleuses. Ils ont marché sur le boulevard, mettant leur vie en danger. Ils ont envahi même le palais du peuple pour dire que non, vous avez le droit à travailler. Nous, comment on va travailler si on n'étudie pas? Oui. Rappelez-vous que la communauté internationale est très sensible, l'UNICEF très sensible, les ONG très sensibles au cas des enfants. Au Mali, Moussa Traoré a des soucis avec les enfants. En République centrafricaine, Bokassa à son temps a eu des soucis avec les enfants. Et donc les enfants... Après de Soweto, en Afrique du Sud. Oui, en Afrique du Sud, Soweto, la partie d'autrefois a eu des soucis avec les enfants. Même si les enfants sont manipulés par les catholiques, manifestés par des politiciens qui se cachent derrière, il faut faire très attention. Parce que l'enfant est toujours fragile. Au Nigeria, Boko Haram est condamné aujourd'hui parce que Boko Haram, il ose toucher aux enfants. Et donc, quand les enfants arrivent au palais du peuple, reçus par Jean-Marc Kabound, qui n'est pas président, il est juste le premier vice-président, il aurait fallu que le ministre de l'EPST soit présent. Parce que c'est lui, l'exécutif, qui donne des solutions aux enfants. L'exécutif. Mais lui, il est, Kabound, parlementaire, bien évidemment, autorité budgétaire, mais il aurait fallu que illico presto, qu'on fasse venir le ministre des PST, qui dise, voilà, sur tel point, voilà ce qu'on propose. Sur tel point, voilà ce qu'on propose. Et j'ai appris tout à l'heure que les enfants étaient en train d'aller voir aussi maintenant le Premier ministre. À la primature. À la primature. Bon, aujourd'hui, il y a les conseils des ministres, peut-être qu'ils vont pouvoir en parler. Le ministre de l'EPST que vous avez cité, lui, est ferme sur le fait qu'il s'agit
de la manipulation et rien d'autre. Il dit que les enfants ont été ramenés par des bus, qu'il y a des gens qui sont derrière et qu'il est le ministre. Il y a eu 35 ministres de l'EPST. Il a dit en conférence de presse hier, personne n'a travaillé comme lui en 6 mois ou 5 mois. Vous savez, tout est manipulation. On en parlera avec la Libye tout à l'heure, vous verrez. Tout est manipulation. En politique, tout est manipulation. Ça dépend qui manipule, à quel moment et pour quel objectif. Lorsqu'on avait dit autrefois qu'il y a eu massacre à l'université de Lubumbashi, hein, dans les années 80, il n'y a jamais eu massacre. À l'époque, c'était les Belges qui voulaient noircir le maréchal Mobutu. Il y a eu bien évidemment des échauffourées là-bas, peut-être des blessés, 1 ou 2 morts, mais il n'y a pas eu massacre. Mais ça a connu quelles conséquences pour le régime du maréchal Mobutu? Condamnation, isolement, et tout ce qui s'en est suivi jusqu'à la chute du maréchal Mobutu, massacre au niveau de Lubumbashi. Timisoara, ça c'est en Roumanie, avec Ceausescu. Il n'y a jamais eu de massacre à Timisoara. Mais on en a fait que, effectivement, ce président roumain avait massacré la population. Benghazi, il n'y a jamais eu soulèvement à Benghazi. Il y a eu tout simplement manipulation des services pour appeler quelques enseignants pour dire que les gens de Benghazi avaient manifesté contre Kadhafi et Kadhafi était en train de tirer sur eux. Et c'est pour ça qu'il faut intervenir. Et donc, dans les cas d'espèce, oui, effectivement, en malin et demi, les politiques, ou plutôt les catholiques, qui sont en guerre ouverte maintenant, dans ces systèmes de l'éducation nationale, peuvent manipuler, parce qu'ils ont beaucoup d'écoles. Peuvent manipuler d'abord les enseignants, peuvent manipuler les enfants, peuvent manipuler les syndicats. Et dans ces cas-là, il faut avoir une discussion claire avec les catholiques. Parce que si les catholiques se braquent, les gouvernements pourront dire « moi je suis l'État », etc. Mais l'opinion va pencher du côté des enfants. Mais est-ce que le régime est capable de gagner ce bras de fer, comme vous l'avez dit, ouvert avec les catholiques, connaissant les réalités du pays? La réponse est non. Très stratégiquement, la réponse est non. On signale que Ambongo fait partie du C8 et le président américain Joe Biden, un des alliés du président Tshisekedi, sera reçu par le pape incessamment. Oui, mais parce qu'il y a toujours complicité entre l'Église catholique, CIA, avec les États-Unis. Le communisme est tombé lorsque Jean-Paul II a joué le jeu des États-Unis, du capitalisme par rapport à Moscou. Jaruzelski a été mis de côté en Pologne parce que Jean-Paul II a joué un rôle. Et depuis toujours, les catholiques sont des agents de renseignement. Rappelez-vous ce qu'on appelle la confession. Nos grands-pères, nos pères, lorsqu'ils allaient à la mission, ils confessaient. On venait arrêter celui qui a confessé qu'il avait tué, qu'il avait volé, etc. parce que les catholiques ont vendu la mèche. Ça a toujours été comme ça. Et les catholiques, ceux qui sont derrière les catholiques, ce sont les grandes puissances, ce sont les multinationales, etc., etc. Le schéma de Genève n'est jamais terminé. Et lorsqu'on va engager, on va dire, un bras de fer avec les catholiques, c'est bras de fer avec Genève. Genève qui n'a jamais voulu que Tshisekedi soit président. C'est eux qui avaient manipulé, on va dire, le processus, que Fayulu soit candidat gagnant. Ça n'a pas fonctionné. C'est eux qui n'ont, à l'époque, Mosengo et les autres avaient dit, les résultats des urnes, ce n'était pas ce qui a été publié. Et donc, ces schémas-là continuent. Mais ce n'est pas avec ces gens-là qu'il faut être en bras de fer. Malgré tous les cadeaux que Félix Tshisekedi a fait à l'Église catholique et surtout en Mbongo en particulier, tout ceci n'a pas joué un rôle d'apaisement. Les catholiques tirent beaucoup d'argent du système éducatif. Les églises conventionnelles, tout ce que les parents payent par tête d'enfant, les catholiques en profitent. Et donc, vous ne pouvez pas désamorcer une mafia, excusez-moi du terme, je mets entre guillemets, avec juste des décisions d'État. Parce que si vous prenez des décisions d'État et vous dites je vais désamorcer cette mafia assez rapidement, il y a beaucoup plus de conséquences que ça. Et donc, le problème n'est pas au niveau de la gratuité de l'enseignement, le problème, il est au niveau de l'argent. Beaucoup de paroisses vivent avec cet argent dans le système de l'enseignement conventionné. Et donc, il est utile que le Premier ministre, que le ministre de l'EPST, que le chef de l'État aient des discussions en coulisses, en même temps
que la presse, nous de la presse, que nous jouons un rôle de communication, d'information, pour que les choses se tassent. Parce que si on dit, on va, hein, comme dit les Quinois, Congolo Force, hein, Kingolo Force, Token de Kaka, ça va fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Ça va plus créer des frustrés. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire marche arrière, c'est-à-dire par exemple de mettre dans le frigo la gratuité et voir comment On peut y aller par palier, comme ma tante elle faisait autrefois, par palier. On peut prendre des décisions intermédiaires pour dire voilà, on va mettre une commission mixte ou paritaire entre les églises conventionnées avec l'État pour voir ce que l'État peut payer, ce que ces gens peuvent payer, ce que les parents peuvent payer. Aller en termes de paliers. Nous avons un pays continent. On ne peut pas dire certains enseignants, on les met de côté, on prend des nouveaux enseignants, on ne peut pas dire ça, on annule tout de suite. Ça ne peut plus fonctionner. Parce que, rappelez-vous que les systèmes éducatifs primaires, secondaires et même universitaires, c'est du commerce, c'est du business. Regardez la décision du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. Il a seulement fermé quelques facultés de médecine. Tollé. Mais il n'y a pas que les facultés de médecine. Regardez toutes ces écoles privées qui n'ont même pas de bancs, qui n'ont même pas de laboratoire, qui n'ont même pas, qui continuent à fonctionner. Parce que c'est du business. Et là où les gens tirent de l'argent, si vous venez pour désactiver ça assez rapidement, vous avez de la résistance. Et donc, aujourd'hui, il ne faut pas créer beaucoup de fronts. Le front de la CENI, le front du RAM, le front maintenant avec la gratuité de l'enseignement, le front sécuritaire avec l'état des sièges, le président... Sans compter le social. Oui, le social. Quand est-ce que le chef de l'État va travailler? Il va passer le temps à gérer les crises, et pendant ce temps, les investisseurs vont attendre. Ils vont dire quoi? On attend, ça se tasse un peu, ça se calme, et pendant ce temps, le temps passe. Et on se retrouve en 2023, sans bilan, et les gens vont dire, mais vous êtes resté là quand même jusqu'en 2023, vous voulez qu'on vous vote encore, mais dans l'assiette, vous mettez quoi? Non, j'ai géré telle crise. Non, ce n'est pas comme ça. Donc nous, en tant que stratèges, on analyse froidement les choses, on permet aux décisionnaires de prendre les bonnes décisions, et il ne faut pas prendre des décisions, on va dire, par défi. Quand on prend des décisions par défi, il faut aussi peser ceux d'en face. La communauté internationale, elle ne fait que constater. Elle va vous dire, oui, monsieur, c'est votre pays, nous avons d'autres dossiers, coronavirus, crise mondiale, etc. Chacun gère un peu son business chez lui. Chez vous, vous n'avez pas été capable. Négocier. Tout à fait. En parlant des négociations, justement, il y en a qui ont débuté aujourd'hui en Libye. On parle peut-être des négociations de la dernière chance pour que tout redevienne à la normale. Est-ce qu'il y a des chances que ça aboutisse? Non. Ça ne va pas devenir à la normale. Pourquoi? Parce que c'était une solution voulue. Comme en Irak, comme au Yémen, comme en ce moment, on est en train de créer la même situation au Soudan. Je vous l'avais dit. Le prétexte du Darfour, c'est un prétexte. Parce qu'on voulait couper les Soudans. Il y avait les Soudans chrétiens du sud et les Soudans musulmans du nord. C'était un grand pays avec le pétrole, etc. Les Chinois étaient venus s'installer déjà en Chine, ou plutôt au Soudan, pour exploiter le pétrole. On a dit, on ne peut pas laisser ça aux Chinois. On va créer un prétexte, le Darfour. On a même installé le premier poste de la CIA, c'est à Khartoum, immense, pour essayer de couper les Soudans et puis déstabiliser un peu les Chinois. On a coupé Soudan du Sud, Soudan du Nord. Au Sud, il n'y a jamais eu stabilité jusqu'à aujourd'hui. On a dit non, il est resté le président là au Nord, le militaire, El-Bachir. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut en tout cas le faire partir, à tout prix. On a créé une fausse révolution et tout ça. On a pris, il est déjà en prison, il est malade d'ailleurs, il peut mourir là-bas. Et on n'a pas donné des solutions aux Soudanais pour que la situation se stabilise. Maintenant, on exacerbe les milices, les factions et tout ça. Ça va continuer comme ça. Pourquoi? Parce qu'un Soudan déstabilisé, c'est un peu cette partie de l'Afrique-là qui sera un peu... qui ne pourra pas se défendre malgré le pétrole, etc. En Libye, c'est la même chose.
Kadhafi a été tué parce que il avait développé le pays, il voulait faire le Fonds monétaire africain, il avait déjà lancé les satellites Rascom, il avait. Donc, on l'a mis de côté. Maintenant, on continue à exploiter le pétrole libyen. Alors que le pays est dans le chaos. Ben, le pays est dans le chaos, pourquoi? Parce qu'il y a des mercenaires. Il y a Haftar à l'est. Il y a maintenant le fameux gouvernement des Lignons qui est à Tripoli. Les Occidentaux ne peuvent pas accepter que ça se stabilise. Aujourd'hui, il y a des envoyés qui sont venus à Tripoli, etc., sous bonne escorte. Ils vont faire cette réunion. Et vous avez vu qu'on n'a même pas associé Sassou Nguesso, qui s'occupe de la Libye depuis toujours. Notre président, qui est le président de l'Union africaine, n'est pas allé assister à cette réunion. C'est quelques experts qui sont là-bas et les envoyés des grandes puissances. Donc, c'est cosmétique. Le 24 décembre prochain, il n'y aura peut-être pas d'élection présidentielle et ça va continuer à être comme ça, de forum en forum, comme en Irak, etc., etc. 10 ans après. Et oui. Autre chose que vous m'aviez également dit la fois passée, c'est que Emmanuel Macron avait ses chances de revenir à la tête du pays lors des élections de 2022 et un sondage l'a confirmé dernièrement, mais seulement autre chose d'inquiétant, Éric Zemmour de l'extrême droite est même passé devant Marine Le Pen en deuxième position. Oui, je vous l'avais dit que la France, excusez-moi du peu, c'est un pays raciste, entre guillemets, mais un pays qui est devenu multi-ethnique, métissé. Marine Le Pen ne peut pas passer présidente de la République. Pourquoi? Parce que la philosophie du Front National d'autrefois et aujourd'hui Rassemblement National, c'est la guerre contre les étrangers, c'est la France recroquevillée sur elle-même, etc., etc. Donc elle ne peut pas passer parce qu'en France, il y a beaucoup de juifs qui tiennent le pouvoir financier, les médias, la médecine, les avocats, etc. Donc ils ne pourront pas laisser Marine Le Pen passer. Zemmour, c'est un journaliste polémiste qui a été toujours dans les débats. Moi, je le connais bien. On a partagé beaucoup de plateaux. Mais Zemmour, il n'est que la signification de la France, on va dire, qui est dans la guerre des tranchées. Hein? La France résiduelle, qui se réclame France blanche, masculine. Oui. Les sondages que vous voyez, ce sont des sondages, on va dire, qui entretiennent la frustration. C'est pour ça que Zemmour, quand il passe partout, il est contre les femmes, il est contre les immigrés, il est contre... Les gens viennent, il écoute, etc. Mais il ne pourra pas, il ne peut pas devenir président français. Parce que ceux qui vont voter sont majoritairement pas français des souches. Pas français des souches. La France de la deuxième génération ne ressemble pas à Zemmour. La maire de Paris, aujourd'hui, Anne Hidalgo, elle est d'origine portugaise. Elle ne peut pas, je ne sais pas si c'est portugais, espagnol, il faut que je vérifie. Entre les deux en tout cas. Donc Zemmour, il est la signification de la France qui résiste. La France profonde, blond aux yeux bleus, etc. Mais demain, quand on va ouvrir les urnes, ça sera soit Macron qui va être élu par défaut, soit la dame qui est aujourd'hui... Anne Hidalgo en bas des sondages. Il y aura y compris Xavier Bertrand, Mélenchon, ils sont vraiment en bas. On donne plus Macron Hidalgo, et les extrémistes. Anne Hidalgo risque de remonter, on va dire, par défaut. Si les Français veulent changer le macronisme un peu, le gouvernement à tâtonnement, là, vous voyez, tâtonne aujourd'hui, il fait ça, demain il fait autre chose. Là, il vient de donner 100 € aux Français qui touchent moins de 2 000 €, sans dire, par exemple, qu'il y a des couples qui peuvent toucher 4 000 €, mais en ville, qui ont leurs belles maisons, etc. Parce que le courant et le gaz, les carburants, trop chers en ce moment en France. Et donc, les Français souffrent de cela. Et donc, la vraie situation de la France aujourd'hui est que le débat entre Macron, qui, depuis qu'il est ici, il n'a eu que des problèmes. Les gilets jaunes, Corona. Aujourd'hui, il est confronté à la crise, on va dire, internationale. L'Algérie, le Moyen-Orient, le Sahel aujourd'hui, parce que Barkhane est en train de plier bagages. Et donc, même là, la France puisait sa force
l'Afrique, notamment de l'Ouest, etc., l'Afrique de l'Est, plutôt l'Afrique de l'Ouest francophone, il y a des soucis là-bas. Et donc Macron aura des soucis pour affirmer sa réélection. Il risque de connaître la même situation que Hollande, la même situation que Sarkozy. Et malheureusement, comme il est plus Premier ministre que Président de la République, les Français vont dire on préfère quelqu'un de pondéré comme Anne Hidalgo ou quelqu'un de pondéré comme Xavier Bertrand qui pourra devenir le président au mois de mai de l'année prochaine. Tout à fait. On attend ça avec impatience, notamment c'est en 2022 que l'on saura si Emmanuel Macron va tenir ce défi ou pas. Jean-Marie Kassamba, merci beaucoup pour toutes ces informations. À vous. Il y avait une petite chose que je voulais dire. Le Congolais, nous, ça c'est juste un apostrophe. Tout à fait. Nous avons la culture de destruction. On ne brille pas dans la construction. Vous allez voir que chez nous, lorsque vous réussissez, on vous combat. Lorsque vous êtes intelligent, on vous combat. Lorsque vous donnez les bonnes idées, on vous combat. Mais une fois qu'on vous a combattu, on ne trouve pas de solutions de remplacement. C'est ce qui fait que notre pays échoue. Depuis Lumumba, depuis tous les leaders qui se sont succédés, jusqu'à Joseph Kabila aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens se rendent compte que Kabila était important. Il a fait ça, comme Matata Mpogno, aujourd'hui qui est combattu. Mais tous ces gens, ils ont fait des choses positives. Mais lorsqu'on les combattait, on ne se rendait pas compte qu'on combattait son propre pays parce que ce qu'ils ont construit, ce n'est pas pour eux. Joseph Kabila ni Matata Mpogno ne sont pas partis avec des bâtiments intelligents. Ils ne sont pas partis avec le boulevard du 30 juin. Ils ne sont pas partis avec Congo Airways, ni moins encore Transco, etc., etc. C'est resté. Et ce sont les Congolais qui les combattaient autrefois qui sont dedans. Je suis passé tout à l'heure sur le boulevard du 30 juin, j'ai vu le grand bâtiment CNSS. Ces bâtiments étaient vétustes pendant 40 ans. Vétustes. Depuis l'époque de Mobutu. C'est Joseph Kabila qui avait instruit à Mama ici, Agnès Moine. Oui, de redynamiser tout ceci, de transformer cette... c'est une banque d'État, on va dire, CNSS aujourd'hui. Ça brille des mille feux. Mais moi, des partis, Joseph Kabila non plus, voilà, c'est resté. Et les gens qui travaillent, est-ce qu'ils ont les mêmes conditions de travail? Est-ce que ça fonctionne comme c'était avant? Quid? Donc, lorsqu'on combat, il faut qu'on se pose la question, on combat pourquoi? Et c'est quoi l'alternative? Et c'est quoi l'alternative? Voilà. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour ces précieux conseils de la fin. J'espère que vous avez suivi, vous avez aimé en tout cas ce décryptage de l'actualité. L'introduction, c'était comment va le monde. J'espère qu'on a fait le tour et que vous avez été suffisamment informés, que ce soit au Congo, en Afrique ou encore dans le monde entier, notamment l'Europe, la France. Vous avez eu toutes les réponses à vos questions ce matin. Merci d'avoir été avec nous depuis 8 heures dans ce 50 bonjour qui baisse ses rideaux. Là, maintenant, vous suivrez la grande édition du journal de 13 h tout à l'heure avec Gloria Mbouya. Entre-temps, portez-vous bien et vivez heureux, vivez sans temps.